On va commencer notre travail comme d'habitude par quelques notions théoriques. Dans un texte exhortatif, l'émetteur ou destinateur lance un appel à des destinataires dans le but de les sensibiliser, les mobiliser, les inciter à l'action pour un éventuel changement de la situation de départ. L'appel prend en charge les causes humanitaires, c'est-à-dire la violence, la paix, la solidarité, le bonheur, la justice, l'amitié, les droits des enfants, les droits de la femme, etc. C'est-à-dire, il attire l'attention sur une situation vécue. Observons maintenant la structure du texte exhortatif, c'est-à-dire quelles sont les différentes parties du texte exhortatif et qu'est-ce que je vais trouver dans les différentes parties, c'est-à-dire le contenu, et quels sont les moyens linguistiques utilisés dans chaque partie. Commençons par la première partie qui compose notre texte exhortatif, c'est la partie expositive. Dans la partie expositive, vous avez le mot expositif, ça vient du verbe exposer, donc l'auteur va exposer le problème, donc c'est la situation négative, c'est le constat négatif. Et automatiquement, quand on expose, vous allez trouver le présent de l'indicatif. Ensuite, en deuxième lieu, vous avez ce qu'on appelle la partie argumentative. L'auteur il va donner des arguments pour convaincre le récepteur qu'il y a un problème qui doit être résolu. Donc, il y a une nécessité du changement. Et là, vous allez trouver le conditionnel, vous allez trouver aussi les verbes de modalité. À la fin, nous avons la partie exhortative. Exhorter veut dire inciter. Donc, l'auteur il va lancer l'appel au destinateur dans le but de les inciter et les faire agir pour un éventuel changement. Et dans cette partie, vous allez trouver les verbes performatifs, vous allez trouver l'emploi de l'impératif, le rapport logique de but et le subjonctif. Voilà tout ce qui concerne la structure et les éléments constitutifs d'un texte exhortatif. Les verbes de modalité ou bien ce qu'on appelle les verbes modaux. Observez le passage suivant. Le baccalauréat est à la portée de tout le monde. Tu peux l'avoir facilement. Pour cela, il faut que tu organises ton temps et tu dois travailler davantage à la maison. Observez bien les verbes que j'ai mis en rouge. Vous avez peut, faut et doit. La question qui se pose, c'est à quoi servent ces trois verbes dans le passage que je viens de lire. Donc nous avons le verbe pouvoir, falloir et devoir. Ces verbes servent à renforcer le message exhortatif et incitent à réagir. Donc ces trois verbes-là, on les appelle des verbes de modalité. En plus de ces trois verbes, nous avons aussi les verbes vouloir, souhaiter et tous les verbes qui ont le même sens, et refuser et tous les verbes qui ont le même sens aussi. Ces verbes de modalité expriment. Donc nous avons le premier verbe, c'est pouvoir, il exprime la possibilité ou bien la capacité. Nous avons le verbe falloir, il exprime la nécessité. Nous avons aussi le verbe devoir, il exprime l'obligation. Nous avons le verbe vouloir, il exprime la volonté. Le verbe souhaiter, j'ai mis entre parenthèses le verbe rêver, espérer, parce qu'ils ont le même sens à peu près. Qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment le souhait. Nous avons aussi le verbe refuser, et j'ai mis entre parenthèses le verbe réfuter et nier. Qu'est-ce qu'ils expriment ces verbes-là? Ils expriment le refus. Voilà pour tout ce qui concerne les verbes de modalité. On va vous parler des verbes performatifs. Observez le passage suivant. Nous exhortons tous les hommes à lutter de toutes leurs forces pour le désarmement. Ce passage est pris du texte Appel des pacifistes. J'ai mis en rouge le verbe exhorter. Donc le verbe exhorter est un verbe performatif. Pourquoi? Parce que le verbe exhorter, il sert à interpeller, inciter, encourager le destinataire, c'est-à-dire le récepteur, dans le but de faire quelque chose de précis. Les verbes performatifs sont toujours employés à la première personne du singulier ou du pluriel, c'est-à-dire je dois utiliser le je ou bien le nous. J'exhorte ou bien nous exhortons. Voici maintenant une liste non exhaustive des verbes performatifs. Vous avez le verbe appeler, inviter, encourager, inciter, ordonner, suggérer, conseiller, engager, inciter, demander,
prier, et bien sûr, il y a d'autres verbes performatifs, donc c'est une liste non complète. Voilà pour tout ce qui concerne les verbes performatifs. On va vous parler du mode impératif. Observez le passage suivant. Rendre la vie dans notre wilaya meilleure et agréable. Donner à notre ville le prestige qu'elle mérite. Faire d'elle une cité d'envergure internationale. On va essayer de transformer en appel le passage ci-dessus, en utilisant l'impératif présent à la première personne du pluriel, donc avec le pronom personnel nous. On va obtenir le passage suivant. Rendons la vie dans notre wilaya meilleure et agréable. Donnons à notre ville le prestige qu'elle mérite. Faisons d'elle une cité d'envergure internationale. Donc on a conjugué les trois verbes, le verbe rendre, donner et faire, à l'impératif présent, avec le pronom personnel nous. À retenir, l'impératif est un mode qui exprime l'ordre avec ses nuances, c'est-à-dire il a d'autres valeurs. Il n'y a que trois personnes à l'impératif, la deuxième personne du singulier, la première et deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire tu, nous et vous. Ce mode est caractérisé par l'absence du sujet, c'est-à-dire le locuteur. Le mode impératif ne comporte que deux temps, le présent et le passé. Les terminaisons sont E ou bien S, ONS, EZ. Sauf pour certains verbes du troisième groupe qui changent de radical. C'est-à-dire dans la majorité des verbes, on laisse le même radical et on ajoute soit le E, soit le S, ONS, EZ. Cependant, devant les pronoms personnels compléments on et y, qui suivent immédiatement le verbe, on ajoute un S au verbe en ER, c'est-à-dire verbe du premier groupe, à l'impératif singulier, c'est-à-dire avec le pronom personnel tu, et on le joint par un trait d'union, comme tous les pronoms qui suivent un impératif. Exemple, donne-lui une chance. Regardez la terminaison. E, c'est un verbe du premier groupe. Donnons, donner. ONS, EZ. Finis ton travail. C'est un verbe du deuxième groupe. Finissons, finissez. Donc S, 2S ONS, 2S EZ. Prends tes médicaments. Prenons, prenez. Donc c'est un verbe du troisième groupe. J'ai mis S, ONS, EZ. Maintenant, on va voir l'exception. On a dit tout à l'heure, quand le verbe est suivi d'un Y ou bien d'un ON, je dois ajouter un S. Pour mieux expliquer ce que je viens de dire, nous allons voir ensemble l'exemple suivant. Pense à ton bac. Vous avez le verbe penser, c'est un verbe du premier groupe, donc j'ai mis E à la fin. Maintenant, regardez le deuxième exemple. Pense-y. On a dit que tout à l'heure, quand le verbe est suivi d'un Y ou bien d'un ON, je dois ajouter le S et mettre le trait d'union. Et je vais obtenir pense-y. Et le Y ici, il remplace à ton bac. Voilà pour tout ce qui concerne le mode impératif. L'expression du but. On exprime le rapport logique de but en mettant en relation deux actions, l'une réelle et l'autre éventuelle. Le but est un résultat, une conséquence que l'on désire. C'est pourquoi il entraîne l'emploi du subjonctif qui suppose que l'action n'est pas encore réalisée, mais projetée dans le futur. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, vous allez voir les exemples suivants. Mon cousin économise depuis 2 ans pour acheter une voiture. Donc vous avez la première action, c'est mon cousin économise depuis 2 ans. C'est-à-dire que mon cousin fait des économies depuis 2 ans, c'est une action réelle. La deuxième action, c'est acheter une voiture, donc la deuxième action, c'est une éventualité. Les deux actions sont liées par l'articulateur logique qui exprime le but, qui est pour. Voyons maintenant les exemples qui suivent. Mon cousin économise depuis 12 ans pour l'achat d'une voiture. Ensuite, mon cousin économise depuis 2 ans afin d'acheter une voiture. Mon cousin économise depuis 12 ans pour qu'il achète une voiture. Donc vous avez remarqué qu'à chaque fois nous avons changé l'articulateur logique. Une fois j'ai utilisé pour, la deuxième fois j'ai laissé le même articulateur c'est pour,
mais je l'ai fait suivre par un nom, l'achat. Ensuite, j'ai utilisé afin de, et donc afin de, il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Ensuite, j'ai utilisé pour que, et pour que est suivi d'un verbe qui est conjugué au subjonctif. Voici la liste des articulateurs logiques qui expriment le but. Bien sûr, la liste elle n'est pas complète, vous pouvez trouver d'autres articulateurs. Donc, vous avez pour, soit il est suivi d'un nom, ou bien un verbe à l'infinitif. Vous avez afin de, dans le but de manière à, de sorte à, envie de, dans l'intention de peur de et de crainte de. Donc tous ces articulateurs doivent être suivis d'un verbe à l'infinitif. Ensuite vous avez pour que, afin que, de sorte que, de manière à ce que, de façon à ce que, de peur que, de crainte que. Ces articulateurs-là doivent être suivis du subjonctif. Remarque très importante, les articulateurs de peur de ou bien de peur que et de crainte de ou bien de crainte que expriment un but à éviter. Et tous les autres articulateurs expriment un but à atteindre. Voilà pour tout ce qui concerne l'expression de but. On va vous parler du mode subjonctif. Le subjonctif est par excellence le mode de l'incertain qui souligne les possibilités de réalisation d'une action, mais peut aussi les mettre en doute. Il ne comporte que 4 temps, le présent, le passé, l'imparfait et le plus que parfait. Au subjonctif, on met toujours une proposition sujet introduite par que. Il est utilisé pour exprimer l'ordre, le souhait, la défense, l'indignation ou la menace. Pour former le subjonctif présent, on prend le radical de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Exemple. Il ne faut pas que nous, vous avez le verbe dessiner, sur les murs. Il ne faut pas que nous dessinions sur les murs. C'est un verbe du premier groupe. Deuxième exemple. Le patron demande qu'elle, vous avez le verbe finir, le travail le plus tôt possible. Le patron demande qu'elle finisse le travail le plus tôt possible. C'est un verbe du deuxième groupe. Ensuite, le professeur exige qu'il, vous avez le verbe écrire, au moins ce texte. Le professeur exige qu'il écrive au moins ce texte. Donc le verbe écrire, c'est un verbe du troisième groupe. Et nous avons un verbe irrégulier. Il faut qu'il, vous avez le verbe faire, des efforts d'adaptation. Il faut qu'il fasse des efforts d'adaptation. Remarque très importante, vous avez les verbes rire, sourire, ainsi que les verbes en IER, en deux I avec nous et vous. Le premier appartient au radical, le second appartient à la terminaison. Exemple, le verbe étudier. Que nous étudions, I et ONS. Que vous étudiez, I et EZ. Le premier I, il appartient au radical du verbe, et le deuxième I, il appartient à la terminaison du subjonctif. Maintenant, voici une liste de quelques verbes irréguliers conjugués au subjonctif présent. Donc, vous avez le verbe avoir, être, aller, faire, pouvoir, valoir, savoir et vouloir. Voilà pour le mode subjonctif. Nos chers abonnés, on arrive enfin au compte-rendu objectif ou bien critique d'un texte exhortatif. Le compte-rendu objectif ou bien critique d'un texte exhortatif s'écrit de la même manière que les autres types de textes qu'on a vus ensemble, c'est-à-dire le texte historique et le texte argumentatif. Dans l'accroche, il y a 3 changements à faire. Le type du texte, la visée communicative du texte et le thème du texte, bien sûr. Donc, vous allez avoir l'accroche suivante. Ce texte est intitulé, vous allez mettre le titre, il est écrit par le nom de l'auteur, il est extrait de, et vous allez mettre l'extrait, il est édité par la maison d'édition, s'il s'agit d'un livre, bien sûr, et paru le, vous allez mettre la date de parution. Maintenant, ce texte est de type
Donc ici vous allez mettre exhortatif ou bien injonctif. Il vise à donc inciter et faire agir les destinataires. Et vous allez mettre le texte parle de, vous allez mettre le thème ou bien l'idée générale du texte. Pour le résumé du texte exhortatif, nous avons dit que le texte exhortatif, injonctif, s'organise en 3 parties. Une partie expositive, une deuxième argumentative et enfin exhortative ou bien l'appel proprement dit. Nous allons réexploiter ces informations dans la rédaction de notre résumé. On va écrire comme suit. D'abord, dans la partie expositive, l'auteur expose le problème de, et vous allez citer le problème donné dans le texte. Ensuite, dans la partie argumentative, il tente de convaincre ses lecteurs de la nécessité du changement de cette situation négative. Pour arriver à ces fins, il utilise les arguments suivants. Premièrement, vous allez donner le premier argument. Deuxièmement, vous allez mentionner le deuxième argument utilisé par l'auteur. Troisièmement, vous allez donner le troisième argument. Enfin, dans la partie exhortative, l'auteur exhorte et vous allez mettre le destinataire de l'appel. À qui cet appel est destiné? Donc, l'auteur exhorte à et vous allez donner l'action demandée par l'auteur pour résoudre le problème cité ci-dessus. Et pour la partie critique, elle est exactement la même. Pour conclure, je pense que l'auteur use d'un vocabulaire facile, clair et très accessible à la plupart des élèves, bien qu'il y ait quelques mots difficiles tels que, vous allez mentionner les mots difficiles. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées et le style utilisé par l'auteur est basé sur la simplicité.